Jérôme Gautret, bonjour. Vous êtes le correspondant Bonjour. du journal Le Monde à Rome. On avait eu l'occasion de parler avec vous il y a 6 mois, en avril, au tout début de l'épidémie. On voulait comprendre un peu comment l'Italie réagissait. Alors, on voudrait faire le point avec vous, alors que l'Italie fait face, comme d'autres, tous les pays d'Europe, à une seconde vague. Où est-ce qu'on en est, Jérôme Gautret, de la situation en Italie, de cette lutte contre la pandémie? Comment est-ce que l'Italie affronte la deuxième vague? Disons que si on avait eu cette discussion il y a 15 jours, 3 semaines, sans doute que ça aurait été très différent. Les choses ont changé très vite en Italie. On est passé d'un moment où on avait quasiment l'impression qu'il y avait une sorte de miracle, de petit miracle qui se produisait, à une sorte de normalisation. Normalisation dans le sens d'une triste banalité, d'une hausse du nombre de cas et du nombre de personnes placées dans les différents services de soins intensifs. Ce qui serait particulier à regarder avec l'Italie et qui serait très différent de la situation française, c'est qu'il faut un petit peu rentrer dans le détail pour comprendre la situation et regarder ce qui se passe dans les régions, sachant que les systèmes de santé étant régionalisés en Italie, parfois vous pouvez vous trouver dans une solution, ça s'est vu au printemps dernier, vous avez une région qui s'écroule comme la Lombardie et tout le reste, tous les hôpitaux sont vides. Là, on est sur une crise qui est beaucoup plus étale, où il n'y a pas d'endroit qui reste à l'écart, hormis peut-être évidemment des endroits un petit peu plus enclavés où l'épidémie arrive plus lentement. Mais ce qu'on constate par exemple, c'est qu'un endroit comme la Campanie, et la Campanie c'est très important parce que dedans il y a la ville de Naples, la Campanie aujourd'hui est en première ligne alors qu'elle était passée complètement à côté de la première vague de contamination, ce qui veut dire qu'il y a des préoccupations particulières à avoir parce que la Campanie n'a pas les structures sanitaires du nord de l'Italie, parce qu'elle est déjà quasiment arrivée à saturation de ses lits en soins intensifs. Elle a déjà atteint, il faudrait que je regarde les chiffres, mais elle a atteint à peu près l'étiage auquel elle était au mois d'avril. Et donc, du coup, on est aujourd'hui déjà dans une situation d'urgence, alors même que finalement, les contaminations ont commencé relativement tard en Italie. On voit vraiment ce décalage de 15 jours, 3 semaines, avec des pentes par contre assez préoccupantes. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous diriez de la méthode italienne? Est-ce qu'il y a une méthode italienne d'ailleurs qui pourrait éventuellement inspirer d'autres États? On a vu que les États européens, c'est aussi la réalité de l'Union européenne, se regardent beaucoup les uns les autres, s'inspirent les uns les autres, avec certaines techniques comme celle du couvre-feu notamment, qui semble venir de France et qui a été appliquée en Italie. Alors, quel est le jugement que vous portez sur ces échanges et qui pourrait éventuellement profiter peut-être plus à la France? Alors bon, pour l'instant, très honnêtement, les couvre-feux en Italie, en réalité, c'est une arme marginale parce que quand il a été instauré un couvre-feu entre minuit et 5 heures du matin à Rome, faut pas exagérer, c'est pas quelque chose en semaine qui aura gêné grand monde. Non, ce que je constate moi dans la méthode, du moins, c'est qu'on a une approche française qui est extrêmement verticale, qui part d'en haut, une approche allemande qui est très collective, fondée sur la poursuite du consensus entre les régions, et avec après la parole d'Angela Merkel qui arrive à la toute fin et qui vient un petit peu consolider tout ça comme une sorte de mortier, quoi. L'Italie, c'est un peu entre les deux. On voit bien perpétuellement une sorte de mécanique entre les forces des régions et les forces de l'État qui s'opposent et qui parfois changent de position. C'est d'ailleurs assez déconcertant. On a eu, par exemple, le président le gouverneur de la compagnie la semaine dernière qui réclamait un confinement. Et à partir du moment où le gouvernement faisait mine de se diriger vers le confinement, il a changé d'avis. Maintenant, il n'est plus pour le confinement. On est dans ce genre de mécanique un petit peu compliquée dans laquelle il y a des jeux politiques Ouais. avec des arrière-pensées permanentes. En revanche, il y a une chose qui fonctionne très bien et qui, à mon avis, n'est pas exportable. C'est qu'il y a un Premier ministre qui, n'appartenant à aucun parti, n'ayant aucune base politique, est au-dessus des partis et fonctionne un petit peu comme les podestats du Moyen-Âge dans les villes italiennes qu'on venait chercher à l'extérieur parce qu'ils n'avaient pas d'attache et à qui on demandait d'arbitrer. En fait, c'est exactement ce qui se passe et Conte se retrouve dans cette position qui est à la fois confortable et précaire parce que les podestats, ça ne dure jamais très longtemps. Tout à fait. Alors justement, on veut comprendre comment les Italiens réagissent face à ces mesures qui ont été prises par le gouvernement. Je pense que on a vu certains journaux français notamment reprendre un peu complaisamment peut-être d'ailleurs des informations relatives à des manifestations spontanées qui ont eu lieu ci et là dans différentes villes italiennes. Alors comment est-ce qu'ils prennent ça? Ils prennent ça bien, ils prennent pas ça bien? Est-ce qu'ils suivent de façon Ah, scrupuleuse ouais, les mesures ou pas? alors, bon, déjà, les gens le vivent pas bien, mais ça, personne ne le vit bien nulle part. Les gens respectent plutôt les consignes en fait, parce que les gens ont peur. Voilà, ça va être disons, le socle, ça va être celui-là. Et ensuite, ce qui peut paraître déconcertant quand on a un point de vue français, c'est que, mais ça vaut finalement
pas uniquement en période de crise, c'est un petit peu tout le temps comme ça, il n'y a pas de thématique dans les affrontements, dans les conflits, etc., qui existent au niveau national. Vous avez une série de situations locales. Et par exemple, les manifestations qui se sont passées la semaine dernière pour réagir à l'annonce de la possibilité d'une fermeture des bars et restaurants et autres commerces qui finalement ont commencé avant même les annonces, donc à partir de vendredi soir, sont parties de Naples. On a beaucoup dit à Naples que c'était la Camorra qui était derrière tout ça. Je ne sais pas, je pense que c'est aussi un peu un automatisme. Dès qu'il y a des manifestations de jeunes, ça permet un petit peu de discréditer Naples, qui a cette réputation toujours un peu sulfureuse. Sans doute que le crime organisé a forcément son mot à dire dans cette affaire-là, mais de là à voir s'il provoquerait des manifestations, je n'ai rien vu, disons, qui serait particulièrement décisif dans ce sens-là. À Rome, vous avez les groupes d'ultra locaux et les groupes plus qu'une fascistes comme Forza Nuova qui font un petit peu de battage et qui arrivent à se faire une belle publicité internationale grâce à leur petit happening où, quand on a eu les manifestations à Piazza del Popolo, c'était peut-être, allez, pour celle où il y a eu le plus de monde, je dirais 200 personnes. Enfin bon, c'est quand même pas la Révolution en marche. Ça reste anecdotique. Non, voilà, ça reste pas grand-chose. Mais encore une fois, ça fait de belles images sur les réseaux sociaux, ça tourne très bien, mais il n'y a pas de réalité derrière tout ça, même si, évidemment, il y a une frange de la population qui souffre de ces mesures-là. À Milan, vous avez un autre ingrédient en plus qui est venu se mettre, c'est les mouvances anarchistes, les gens des centri sociali qui sont venus eux aussi faire un petit peu d'agitation. Et à Turin, on a eu encore une autre problématique. Et là, par exemple, là, je vous prends les 4 choses les plus saillantes parce qu'à chaque fois, c'est vraiment des mécaniques différentes. Mais à Turin, on s'est retrouvé avec des gens des périphéries qui montent vers le centre et qui viennent casser des vitrines. Alors, on est à chaque fois dans des logiques et dans des dynamiques, on voit bien qu'ils sont très différentes. Et donc, on va très rapidement avoir tendance à tout mélanger dans une sorte de minestrone un peu confus. Mais c'est très difficile de voir quelles sont les problématiques qui vraiment existent au niveau national, tout bonnement parce que finalement, il n'y a aucun sujet sur lesquels les problématiques en Italie ne sont par définition nationales. Si je ne suis pas trop long, je prends juste un exemple tout bête. C'est les indemnisations qui sont prévues pour les partis TAIVA, c'est-à-dire les indépendants, qui étaient donc de 600 € par mois pendant la première période de lockdown et qui seront sans doute les mêmes, voire peut-être un peu plus. Très concrètement, ça ne correspond pas du tout au même niveau de vie si vous êtes en Lombardie ou en Calabre. Et donc, il y a eu une détresse sociale très différente au nord et au sud. Ce n'est pas du tout les mêmes mécaniques. Au nord, vous allez avoir une détresse sociale qui naît justement de la disparition de ce qui fait l'économie. Et au sud, vous allez avoir quelque chose qui sera aussi beaucoup lié à la difficulté pour les gens qui sont perpétuellement dans l'économie informelle d'avoir accès aux aides, parce qu'ils n'ont pas d'existence quasiment administrative, je dirais. Oui. Et qu'est-ce que vous pensez qui va se passer dans les semaines qui viennent? On a entendu dire qu'il va peut-être y avoir durcissement des mesures. Je pense que, honnêtement, je ne vois pas comment l'Italie échappera à un durcissement dans la mesure où ce qu'on voit bien, c'est qu'il y a une sorte de fuite en avant et que, d'une certaine manière, le fait que la France et l'Allemagne, par exemple, reconfinent, va alimenter, on va dire, le discours de ceux qui vont vouloir qu'on soit encore plus ferme en Italie. Ce qui est assez étrange quand même, c'est que depuis le début de cette crise, on nous explique que les mesures mettent 15 jours à prendre effet. Et là, ce qu'on voit, c'est une accumulation de mesures assez anxiogènes d'ailleurs, avec des décrets tous les 3 jours, qui ne sont pas vraiment de nature à permettre aux gens d'avoir le minimum de sérénité qui permette de traverser ce genre d'épreuve. Et une fois qu'on est en confinement, finalement, cette sérénité, on l'a. Donc, d'une certaine manière, il peut arriver un moment où le confinement devient une mesure de paix sociale. Oui. Et est-ce que l'argent européen, puisque là, ils vont toucher 10 milliards d'euros au titre du programme SURE, donc, qui était celui du chômage partiel, contribue aussi à pacifier les choses, et notamment au niveau de l'opinion publique? Ce qu'on voit, c'est que, en dehors de l'argent européen, l'Italie s'est jamais endettée aussi peu cher là, en ce moment. Hein. Donc, les du Trésor partent à, je ne sais plus, 0,5, quelque chose comme ça, alors qu'ils étaient à 2 au début de l'année. Donc, il y a finalement quelque chose qui est encore peut-être plus important que les fonds européens, c'est que pour l'instant, l'argent est gratuit. Donc, l'espèce je dirais, de fusil sur la tempe qu'avaient tous les gouvernements italiens depuis des années, qui s'endettaient à 2 points de plus que les pays comme la France ou l'Allemagne encore plus,
eh bien ça, pour l'instant, c'est totalement inopérant. L'Italie peut avoir accès au marché financier. Du coup, de fait, elle a moins besoin des financements européens, j'ai envie de dire, parce qu'elle peut avoir accès au marché. S'il y a un moment où ça se tendait, évidemment, c'est là où l'Italie aurait besoin. Pour l'instant, je pense que toutes ces discussions sont un tout petit peu artificielles dans la mesure où, de toute façon, personne, pour l'instant, sur les marchés ne se trouve dans une situation de manque de liquidité. C'est même plutôt le contraire. C'est certain. Très bien, merci. On reviendra sans doute vers vous dans quelques temps pour faire un autre point. Quand vous voulez. Merci.